Luca De Meo, le président directeur général de Renault, disait que la Chine est numéro un mondial en innovation technologique. C'est les plus avancés. D'ailleurs, sur notre chaîne Instagram, on a posté ce short et il a fait 91 000 vues, 91 000 vues. Et ça nous a fait exploser nos views en termes de métriques sur Insta. C'est tellement la classe. Ça, c'est quelque chose qui a choqué tout le monde, hein, cette révélation. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie automobile européenne et forcément chinoise. Pascal, je te donne la main, toi qui es en Tesla. Ouais. Très heureux, très heureux. Excellente voiture. J'écoutais l'autre jour un podcast d'un mec dont le channel s'appelle The Electric Viking, donc littéralement le viking électrique. Et le gars, il fait des vidéos tous les jours sur l'industrie automobile en général. Il a commencé par essayer des voitures électriques, à faire des commentaires, à expliquer comment ça allait évoluer. Puis maintenant, c'est vraiment un podcast sur le marché de l'automobile en général et l'électrification. Et j'étais tout à fait surpris d'apprendre qu'en fait, aujourd'hui, en 2024, donc c'est déjà l'année passée, un tiers des voitures produites viennent de Chine. Un tiers. Et nous, c'est énorme. Et nous, on a l'impression que, donc à peu près, les ordres de grandeur, hein, c'est 33% la Chine, 10% le Japon, 11% les États-Unis. Et l'Allemagne, c'est que 4,4%, l'Espagne 2,6%, la France 1,6%. Donc c'est minuscule. Ça veut dire que l'industrie l'automobile chinoise, elle est plusieurs ordres de grandeur plus grande que l'industrie automobile européenne. Donc, ça va être cocasse de sauver le soldat Ryan. Et si on s'intéresse en fait aux dernières voitures qui ont été ingénierées et produites en Chine, elles sont en fait d'excellente qualité. Là, je viens de voir qu'ils ont sorti un modèle, je ne me rappelle plus de la marque, mais qui a 1500 chevaux. Enfin, c'est complètement fou, à des prix qui défient la gravité. Donc, la Chine, elle est de facto en fait le premier producteur mondial de voitures. Et ça, c'est quand même une grosse info parce que quand on en avait parlé pour l'industrie horlogère, mais quand il y a plus de volume de production, en fait, tu as toute une série de problèmes qui se rajoutent. Ça veut aussi dire que les constructeurs allemands, ils auront du mal à vendre en Chine parce qu'en Chine, ça va être des prix qui vont défier la gravité. Donc, même s'ils arrivent à écouler des véhicules, ils prennent beaucoup moins de marge. Ça va être très compliqué dans les années qui viennent. Et justement, tu parles de cette quantité incroyable, cette domination du marché. C'est vrai qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans en arrière, les parts de marché des voitures chinoises ne représentaient quasiment rien. Et là, j'ai l'impression que justement, le fait que l'Union européenne nous pousse à utiliser des voitures électriques, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. Parce qu'au niveau, on était très bon dans les voitures thermiques. Et puis là, en fait, on a dû passer sur l'électrique et on a laissé la place aux Chinois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense que c'est un peu autre chose. En fait, la manière dont je l'analyserais, c'est la suivante. C'est qu'en fait, l'Europe ayant une immense industrie de l'automobile à moteur thermique, automobile à moteur thermique en un mot, d'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, à l'avant, en général, sauf dans les Porsche 911, tu as un moteur, le coffre, il est à l'arrière, tu as tout un savoir-faire de comment tu fais un véhicule thermique. Et les Européens sont toujours les meilleurs pour faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le monde est passé à la voiture électrique ou à l'hybride. Et du coup, quand tu électrifies une voiture, il y a deux choses qui changent. La première, c'est qu'il n'y a plus du tout les mêmes composants, il n'y a plus la notion de maintenance du véhicule, changer l'huile, etc., etc. Ça change complètement la dynamique financière. Ça change les contraintes, ça change les savoir-faire clés. Ce sont plus les mêmes que dans le moteur thermique. Et puis, tu as le software qui prend, enfin, le génie logiciel, on va appeler ça comme ça, qui prend une importance tout à fait autre parce qu'en fait,
Une voiture électrique, c'est un iPad qui a des roues, un volant, des freins, une pédale de gaz, une grosse batterie, puis ça avance. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, cette partie logicielle, elle est hyper importante pour la voiture électrique, mais encore pire, c'est qu'en fait, le futur de la mobilité, là, c'est plus la voiture, mais c'est la mobilité. Donc, voiture à moteur thermique, voiture électrique, mobilité. La mobilité, ça va être des voitures qui se conduisent toutes seules, une espèce d'Uber digital. Et si on arrive dans un monde comme ça veut dire que l'importance du software, elle est non seulement plus grande pour les voitures électriques où il faut, tu peux plus sous-traiter à des fournisseurs la rédaction du software. C'était le PDG de Ford qui parlait de ça. Il disait qu'ils avaient 150 fournisseurs qui faisaient leur propre petit software. Donc, quand tu dois intégrer tout ça, c'est juste impossible. Donc, tu dois tout refaire. Comme fabricant de voitures à moteur thermique, tu n'es pas historiquement super bien équipé pour faire du logiciel. Enfin, c'est un savoir-faire qui doit s'acquérir, mais c'est pas si facile. C'est une autre culture. Tu dois avoir une culture digitale, pas une culture du fer et de la thermodynamique et des moteurs thermiques, mais une culture du digital. C'est donc très différent. Et puis, en plus de ça, tu dois maintenant récolter des milliers d'heures de conduite pour entraîner des IA pour que la voiture se conduise toute seule. Oh, c'est chaud. Donc, si tu penses à une marque comme BMW, Bayerische Motorwerke, en fait, eux, leur mojo, c'était Freude am Fahren. Donc, j'ai du plaisir à conduire. Et si tu veux, dans une voiture électrique, c'est un peu moins pertinent. Tu vois, quand tu as un 6 cylindres en ligne, que ça fait du bruit, que c'est bonnard, tu peux éventuellement comprendre parce que le défi, c'est d'aller vite. Alors, tu fais crisser tes pneus, etc., etc. Donc, il y a l'histoire de la course automobile. Dans un monde où les voitures se conduisent toutes seules, bon, c'est un peu ballot, quoi. Le truc, il va respecter les limitations et puis on n'en a plus rien à faire, en fait, que tu aies du plaisir à conduire. Donc tout le effort de positionnement de la marque, il tombe pas entièrement à l'eau, mais pas loin. D'accord? Ouais, C'est vraiment un changement qui est absolument immense. Et puis, alors là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, la Chine, n'ayant pas une immense industrie automobile, en fait, ils sont passés des fins fonds du classement aux premières places parce qu'en fait, ils ont tout misé sur l'électrique. Parce qu'ils n'avaient pas ce frein à l'innovation qui est représenté par des habitudes. Ouais, là, on le voit bien. je te l'ai remis, peut-être tu peux nous le commenter en direct et c'est intéressant de se pencher aussi sur les Européens en fait. Alors, je dirais la première chose, c'est qu'en fait, si on regarde la partie haute, donc rouge, orange, jaune, les différentes nuances de rouge, tout ça, c'est l'Asie. D'accord? Donc, l'Asie, c'est plus de la moitié. Il y a la Chine, 32, le Japon, 9,6. Ça nous fait déjà 42. Ouais, on est à plus de 50% si on prend l'Asie. Donc, en fait, le constructeur automobile mondial, c'est l'Asie. Ensuite, les US, bon, ben, ils sont un peu présents. Puis après, l'Allemagne, il faut aller chercher un peu à l'arrière du peloton, hein. Il n'y a pas grand monde. Donc, en fait, on voit en fait ce changement d'époque à l'œuvre dans les volumes en fait qui sont produits. Parce que, évidemment, si tu es un constructeur automobile puis que tu fais 3 voitures par année, tu n'as aucun pouvoir de négociation avec tes fournisseurs pour acheter de la matière première. Si tu fais énormément de volume, ben, tu peux aller commencer à négocier de meilleurs prix, tu gagnes plus d'expérience et ils auront aussi plus de données. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se cache là derrière, c'est en fait la propriété des données des voitures qui roulent, voitures électriques qui roulent, qui aujourd'hui sont conduites par des humains, nous, d'accord? Et puis à chaque fois qu'on fait 10 km, en fait, il y a pour 10 km de vidéo avec toutes les caméras qui filment l'avant, l'arrière, les côtés, c'était les essuie-glaces en marche, qu'a fait l'autre conducteur. Puis à force, le système, il va bien finir par réussir à apprendre. Donc, si tu fais aujourd'hui beaucoup de voitures, ça veut dire que tu accumules beaucoup de données, ça veut dire que ton autopilote, il va être meilleur. Ouais. D'accord? Et ça va complètement changer en fait la chaîne de valeur de l'automobile parce que le fait d'avoir du plaisir à faire déraper une voiture dans un monde où les voitures se conduisent toutes seules, c'est moins bon. D'accord? C'est très bien, ça fera moins d'accidents, on peut être que heureux de ça, mais c'est quand même un changement d'époque. Et je pense que ce graphe note, permet de comprendre, c'est qu'en fait, quand il y a un changement de technologie profond qui demande d'autres attributs, ben, souvent, ce qu'on appelle en anglais les incumbents, donc les gens qui étaient déjà présents dans le business, donc les Européens,
ils ont plus de mal à changer parce qu'ils continuent à faire les anciennes voitures. Ce qui est impressionnant, c'est que les Mexicains, ils en fabriquent plus que la France, hein, presque 3 fois plus, quoi. C'est fou, hein? Alors, des voitures fabriquées au Mexique, je ne suis pas sûr Ouais. que ce soit designé au Mexique. Non, non, pas designé, mais Ouais, fabriqué, tu vois. C'est ouais, que ça supporte quand même l'industrie et ça crée de l'emploi, mhm, tu c'est vois. clair. Non, non, mais tu sais, en Europe, on est complètement centré sur notre continent, mais il y a une vie en dehors d'Europe, notamment l'Asie. C'est quand même le centre de gravité du monde maintenant. Les États-Unis sont en général plus dynamiques pour adopter de nouvelles technologies. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est l'état désastreux de la compétitivité des véhicules produits et designés en Europe. Et ça fait complètement écho à ce que disait le PDG de Renault, le PDG de Michelin. Il parlait de ça, d'accord, Exact. d'un autre point de vue, mais c'est de ça qu'on parle. En fait, c'est d'un changement du monde où, en fait, il y a une nouvelle technologie, très bien. Il y a des places à prendre parce qu'en fait, il faut développer des nouveaux savoir-faire. Et du coup, le monde n'attend pas les Européens en disant, bon, vous êtes un peu en retard, on va vous attendre. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois? Mais pourquoi ils sont aussi bons que ça, en fait? Parce qu'il disait, Michelin disait, nos meilleures usines sont en Chine. Ouais. Renault aussi l'ont dit. Et comment ça se fait qu'ils soient aussi bons? Parce que c'est l'usine du monde. Les iPhones, ils sont pas faits en Chine uniquement parce que c'est moins cher, c'est aussi parce qu'ils sont très forts. C'est fini un peu d'antan, enfin les discours d'antan comme quoi la Chine, ils fabriquaient mal, ils étaient pas bons et tout. Ils nous Non. ont dépassés, ils sont devenus très très bons, quoi. Non, À mais, l'époque, ils nous copiaient, puis ouais, mais ça date d'il y a longtemps. C'est-à-dire qu'il y a on est toujours resté sur cette faute en Europe, sur les mauvais ouais, copieurs. ils ont toujours un peu une tendance à s'inspirer, mais si tu veux, je te donne deux exemples. Le web, ça a été inventé au CERN à Genève, en Europe, mais, mais les sociétés qui ont fait le digital, elles sont aux États-Unis. Clair. Donc, on pourrait dire qu'en fait, les États-Unis copient. C'est pas ça, c'est que les États-Unis sont très, très bons pour monétiser, en fait, les inventions. Mais ça a été inventé en Europe, le web. Mais bon, on n'en a pas on n'a pas vu la couleur d'investissement. Et puis là, la Chine, c'est depuis de nombreuses décennies l'usine du monde. Donc en fait, c'est là que tu as les fournisseurs, c'est là que tu as les gens les plus forts en fait pour faire de l'assemblage et fabriquer des choses. Je ne parle pas de l'artisanat dans le monde du luxe, mais dans le monde de la grande série, les vraies usines. Moi, je me rappelle être allé à Shenzhen. Enfin, il y a des zones industrielles en Chine. Tu as des autoroutes à 5 ou 6 pistes de chaque côté dans la zone industrielle. C'est pas la petite. En Suisse, on a l'habitude des zones industrielles, c'est tranquille, tu as du mal à les trouver, etc. Là, tu as des autoroutes qui les traversent parce que tu as les semi-remorques qui amènent des choses. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est débarrassé de nos usines pour les mettre en Chine et du coup, ils ont appris et ils savent mieux fabriquer. Et quand tu as appris à produire, tu sais mieux designer. C'est ça le truc. Quand tu perds la production, quand tu perds la fabrication, en fait, tu perds la capacité à faire de bon design. Et moi, je pense que typiquement les iPhones, c'est pas évident du tout de trouver une usine où tu peux faire cet assemblage. Tu vois, les Chinois, ils sont vraiment bons. Si je te lis un petit texte et tu me dis ce que tu en penses. Mm. La Chine est forte parce qu'elle combine une vision industrielle à long terme, un soutien massif de l'État, une exécution ultra rapide et une capacité d'innovation pragmatique. Ils ne s'embarrassent pas de dogmes, ils testent, apprennent vite et pivotent sans état d'âme, ajoutent à cela une chaîne d'approvisionnement intégrée, une main-d'œuvre qualifiée et flexible et une appétence pour le risque technologique. Résultat, une domination industrielle qui fait trembler tout le monde, y compris l'automobile européenne. Parce que ça résume bien le. C'est une manière de le résumer, mais je pense que on oublie, c'est un peu à courte vue parce que ils sont très forts. Ça a été une immense civilisation. Ils ont dominé le monde. On pourrait presque parler d'une parenthèse occidentale. Ok, vu sous cet angle intéressant. Ça dépend de l'horizon de temps, en fait. Euh, dans les années 80, tu pouvais dire, bah voilà, ils copiaient, ils copiaient, ils copiaient. Bon, ok. Mais si tu dézoomes la chose, la Chine, c'est quand même une immense nation. Il faut aller à Shanghai. C'est plus impressionnant presque que New York. Hein. C'est pas des mecs avec un petit chapeau puis un pouce-pouce là comme dans Tintin. Hein. C'est pas ça la Chine. C'est un pays qui est incroyablement avancé.
qui a des infrastructures qui sont incroyables. Ils construisent des immeubles en rien de temps. Ils font des constructions. Dans le génie civil, par exemple, ils sont absolument dingues. Ils font des tas de choses. Moi, je fais pas du tout l'apologie du système politique parce qu'il est un peu autoritaire à mon goût. Moi, j'ai pas énormément apprécié le temps que j'ai passé en Chine, mais Taïwan, c'est beaucoup plus drôle de ce point de vue-là parce que c'est beaucoup plus libéral et beaucoup plus rigolo. Tu faisais Mais quoi en Chine, si c'est pas bah, indiscret? Logitech avait une usine. Ok, et tu as bossé depuis là-bas. Ouais. Combien Ben, de temps? Je savais pas ça. j'y ai passé journée, mais j'ai fait des petits passages comme ça. J'ai été une fois, je me rappelle, j'ai été soutenir un projet et c'était le 1er août. Et puis, je dis, bon, ben, allez, venez, toute l'équipe, on va faire un bon restaurant dans cette zone industrielle gigantesque. Et puis, on a commencé à boire des verres et puis à manger tout et n'importe quoi. Le lendemain, au lieu d'avoir remonté le moral de l'équipe, tout le monde était malade. Super, belle intervention. Mais moi, je pense que les Chinois, en fait, et les Russes d'ailleurs, en tout cas les Russes, ça c'est sûr, mais ce sont excellents ingénieurs. Et j'essaye de trouver le nombre d'ingénieurs qui forment chaque année. Mais tu vois, ils ont fait DeepSeek. C'est pas juste Ouais, une c'est énorme. copie. Ils ont fait un truc pour 10 fois moins cher et 10 fois mieux. Donc voilà. Mais on se renseignera. Mais moi, je parie ma chemise que les Chinois, ils forment énormément d'ingénieurs. Et puis que ces ingénieurs, ils vont pas travailler dans la finance, mais qu'ils travaillent dans l'ingénierie. Ce qui s'est passé un peu aux Hmm. États-Unis, c'est qu'en fait, tout le monde s'est rapproché du dollar. Il faut être avocat, il faut être, je sais pas, banquier, investisseur, etc., etc. Start-upper aux États-Unis, c'est presque être un financier. Tu vois, le mec qui avait fondé WeWork, là, c'était un espèce de shared working space. Il a levé des milliards, il a fait une faillite de dingue. En fait, bon, le mec, super beau, machin, beau parleur, puis il a séduit les gens et puis ils lui ont donné des milliards. En fait, ça, c'est un travail de financier plus que d'ingénieur. Et du coup, je pense que ce qui est en train de se passer avec la Chine, c'est que si les meilleurs ingénieurs des meilleures écoles françaises comme Polytechnique ou MIT, etc., ils vont travailler dans la finance, bah, tu fais moins de bagnoles, tu fais moins de fusées, tu fais moins de choses, d'accord? Il faut quand même des gens qui les pensent et qui les fabriquent ensuite. Et mon intuition, c'est qu'en Chine, ils doivent former mais des wagons d'ingénieurs, ce qui leur permet d'innover aussi, hein. J'aimerais avoir ton point de vue en fait. Vu qu'il y a tellement de lois en Europe et que ça devient compliqué de garder, enfin, avec aussi les coûts de production, notamment du gaz qui est 3 fois plus Mhm. cher en Europe, 2 fois plus cher, et plus cher qu'en Chine aussi. Est-ce que tu penses que les grosses boîtes, les gros fabricants, notamment Renault et tout, ont tout intérêt à tout délocaliser s'ils pouvaient le faire? En fait, ça les arrange que la Chine soit devenue tellement bon et donc ils vont produire à moindre coût et ils vont vendre ça au prix fort en Europe, quoi. Bon, bah, ça Parce va que chaque fois, dépendre. ils se plaignent, tu vois, ils se disent c'est Ouais. compliqué, c'est dur, l'Europe nous met des restrictions, mais au final, peut-être ça les arrange. Je pense pas. Mon intuition, c'est que c'est quand même un peu compliqué parce qu'imaginons, on est on te bombarde à la tête de Renault. Moi, je te fais un plan. On dit voilà, maintenant on produit tout en Chine. Ok, ça râle, machin, machin, mais on produit en Chine, c'est comme ça. Pas de discussion. Ok, ça va si les routes maritimes sont sûres et que tu peux déplacer tes voitures. Parce qu'une voiture, quand même, c'est gros, hein. Je veux dire, la Chine, c'est pas à dos de chameau que ça s'importe en Europe, aux États-Unis. Donc, en fait, il faut pouvoir déplacer ces biens de consommation qui ont quand même un certain volume. Et ça veut dire avoir des routes maritimes qui soient sûres. Si maintenant il y a un conflit en mer de Chine entre les États-Unis, Taïwan et la Chine, tu fais comment? T'es cuit? Bah ouais. Donc en fait, si tu veux, tu peux faire un business plan qui tient compte du prix du transport aujourd'hui, mais une multinationale qui fabrique des véhicules, elle va vouloir introduire de la résilience dans cette affaire. Donc en fait, il va falloir probablement 3, 4, 5, 6 lieux de production, peut-être un en Amérique du Nord, un en Amérique du Sud, un en Europe, un en Chine et un en Afrique, je sais pas, mais disons, tu peux pas non plus tout centraliser à un endroit. C'est un iPhone, si tu veux, c'est petit.
si vraiment ça va pas, tu affrètes un avion. Voilà, enfin un avion, ils le font déjà, mais ce que je veux dire, c'est que de l'époque Logitech, si mes souvenirs sont bons, une souris, le prix du transport pour une souris d'ordinateur, c'est à peu près, allez, on va dire entre 15 et 20 centimes par souris. Une Ok. souris avec le paquet, les gens voient quoi, c'est comme une petite boîte de céréales. C'est cette taille-là, c'est pas très lourd. Et puis, quand tu les envoyais par avion, en tout cas à l'époque, c'était, on va dire, de l'ordre de 2-3 dollars. Ouais. D'accord? Ok. Donc, à peu près un facteur 10. Mais si tu envoies des voitures par avion, alors là, ça doit commencer à coûter très cher, hein. C'est pas un modèle, c'est pas faisable. Pour Rolls-Royce, qui en vendent pas beaucoup en volume, mais pour la plupart des gens, des constructeurs, c'est pas OK. Donc, du coup, tu peux simplement pas tout fabriquer en Chine. Tu essayes de servir les marchés locaux avec enfin, déjà, l'Asie, c'est grand, hein, c'est pas une petite affaire. Donc, en fait, je ne pense pas que ce soit réaliste et que pour servir la demande du marché européen, il n'y a aucune raison que les constructeurs européens n'aient pas une production. Ce d'autant plus que s'ils maintiennent les centres de R&D, parce qu'il y a des gens de qualité en Europe pour faire le design et l'engineering, si tu ne gardes pas d'usine, ben, c'est délicat de conserver le savoir-faire. Ouais, vas-y. J'ai une question. Pourquoi garder les centres de R&D si tu as les Chinois qui sont très bons et qui font tout là-bas? Parce que c'est rigolo de faire des voitures. Non, mais dans l'absolu, tu vois ce que je veux dire? Bah, Pourquoi t'embêter à faire tout, de la R&D, investir et tout? Tu te dis, parce, bah, j'arrive, je commande là-bas, par exemple, BYD, ils vont me faire un truc ouais, white label. tu peux. Je mets mon logo Renault dessus et puis je le fais Ouais, traverser mais l'océan. Puis voilà tu quoi. peux. Mais si tu fais ça, en fait, tu perds toute création de valeur dans le processus de fabriquer un véhicule. Parce que tu peux fabriquer des voitures, mais tu peux fabriquer des camionnettes, tu peux fabriquer des camions, tu peux préparer le saut vers la voiture autonome et puis monter une espèce d'Uber géant au niveau de l'Europe qui combine le train et la voiture individuelle qui vient te chercher suivant une application. Ça, c'est un joli projet quand même, c'est bonheur. Et c'est de la Tu taille. crois vraiment que quelqu'un est capable de le faire en Europe? Bah, je pense que le problème qu'on aura, c'est Google, qu'on a. c'est Google qui va le faire. Je suis pas sûr. Alors, ils le font déjà, hein, ça marche Avec déjà. Waymo, justement, ouais. Ouais. Mais Tesla va le faire, c'est certain. BYD va le faire, c'est sûr et certain. Euh, ben, Renault, en France, ils produisent 1,6% des voitures mondiales. Donc, même ouais. cet aspect network effect, mettre les choses en place, Mhm. c'est ridicule. Je pense que le problème qu'on aura en Europe, c'est les données disponibles. Parce que je pense qu'en Europe, si tu récoltes les données et que tu filmes la conduite et que tu as trop de données, on te fout en tôle. Comme on a décidé qu'en fait, il fallait se méfier des RGPD. données et de tout, voilà, qu'on nous embête à chaque fois qu'on va sur un site d'Internet, il faut dire oui, j'accepte les cookies pour la 117e fois, alors que personne ne lit jamais ces conditions générales. On est dans un truc absurde et là, on se tire dans le pied parce qu'on s'empêche en fait d'accumuler les données de navigation, enfin de conduite qui permettraient éventuellement de faire ça. Mais je pense que si le continent européen se dit, bon, ben maintenant, on va plus rien faire, ça veut dire qu'on part dans la voie de Disneyland. On fait plus rien, on a la Tour Eiffel, il y a les touristes qui arrivent, c'est 100 euros pour s'approcher de la Tour Eiffel et puis on vit de ça. On peut. C'est pas très fun, mais c'est C'est une possible, hein? option. Non, T'es parce que d'accord? si tu regardes aussi par rapport au contrôle de la chaîne d'approvisionnement, bah, les matières premières, tout ce qui est les terres rares et les métaux Mhm. stratégiques, lithium, nickel, cobalt et tout, c'est en Chine. Donc, ils ont déjà par défaut cet avantage concurrentiel par rapport à nous. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, mais les terres rares, elles sont pas si rares que ça. Et puis, ce sont des choses il n'y a pas de mine de fer en France, que je sache, Il y a pas. ni d'aluminium, ou tout petit. Ça n'empêche pas l'émergence d'une industrie automobile en France. Donc, voilà, il y a plein de choses, en fait, qu'on n'a pas en Europe. C'est pas le drame. En fait, c'est la mondialisation heureuse, c'est quand même bonheur. Ça permet d'échanger des biens et des services. C'est quand même chouette. Donc, j'espère que ça va pas disparaître. Sinon, on sera juste tous beaucoup plus pauvres, en fait. C'est ça qui va nous arriver.
Tu vois, peut-être pour expliquer aux auditeurs pourquoi l'échange commercial, c'est hyper important. C'est que on pourrait dire, bon, ben voilà, maintenant en Europe, nous, on est des grands, on n'en a plus rien à secouer, on n'est que entre Européens. Bon, déjà, on n'a pas trop de mines, il y a déjà deux, trois problèmes. Mais imaginons, hein, on n'a pas trop de pétrole non plus, mais imaginons, on s'en sort, on est comme des Gaulois, bam, on fait des grandes barrières, on n'est qu'entre nous. Après, tu peux dire, bon, mais dans cette affaire, on ne peut pas faire confiance aux Belges. Donc en fait, tout le monde se dit non, 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 l'Europe c'est trop grand, poum, on se ressent sur un pays. Alors là, en Suisse, on est là, on est bientôt 10 millions, on dit bon, ben non, c'est que en Suisse. Puis après, tu peux dire non, mais les gars, on ne peut pas rester avec les Bernois. Ça n'a pas de sens. Et tac, tu resserres sur le canton de Genève. Puis tu finis dans ta commune, puis tu es là, puis tu peux plus rien. Cette société technologique avancée, elle fonctionne plus. Donc, si tu veux, c'est pas qu'il y a une échelle qui est bonne ou qu'il y a une quantité d'échanges internationaux qui est bonne, mais c'est pas moins tu en fais, mieux ça se passe. Ce qu'il faut, c'est pouvoir innover, aller dans la nouveauté, évidemment avoir des mécanismes qui permettent de répartir les richesses, mais c'est pas en arrêtant de collaborer qu'on sera mieux. En fait, si tu arrêtes de collaborer, tout le monde est moins bien. Tout le monde perd. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on n'a pas de nouvelles pistes d'innovation et tout pour le moment en Europe, enfin, Ben non. sauf la défense et le plan des 900 milliards. Mais comme tu le disais, c'est quelque chose qui va prendre 10, 15, 20 ans à mettre en place. Donc à court terme, tu es obligé de continuer de produire et puis d'essayer Eh d'augmenter oui. ta compétitivité. Mais oui. Et puis, tu sais, il ne faut pas non plus oublier. Imagine, par exemple, un grand projet de voiture autonome en Europe. On met une norme sur les autoroutes et les routes parce qu'il faut un petit beeper qui aide les voitures à pas se perdre. On balise les travaux, etc., etc. On fait un truc qui coûte des blindes. Mais en fait, c'est peut-être hyper bonnard. Ça rend le trafic. Qui aime être dans un bouchon? Je veux dire, personne. C'est toujours désagréable. Donc, si on pouvait mettre en place des infrastructures et des technologies qui permettent de résoudre ça, en fait, ce serait bon. Puis comme projet, c'est pas, c'est pas dégueulasse, tu vois. Il y a beaucoup de joie enfin, faire des choses qui sont intéressantes, je trouve ça bonnard. Je veux pas faire l'apologie de la voiture autonome, il y en aurait 1000 autres, tu vois. Mais je préfère ça aux armements, ça c'est sûr. Et puis inventer des trucs, c'est pas, c'est un des grands plaisirs dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Il faut juste un petit peu de financement et puis et relancer la machine. Ouais. Bah oui, je pense qu'il faut. Et puis surtout, il faut se relancer psychiquement. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas s'il faut relancer l'industrie de l'automobile, s'il faut fédérer l'Europe, etc. J'en sais rien. Mais je pense que de proposer quelque chose et de faire quelque chose, d'inventer quelque chose, de le mettre en place, de faire quelque chose plutôt que rien, c'est intéressant. Et je pense qu'un des problèmes de l'Europe, c'est que comme les populations sont vieillissantes, ça sent un peu l'EHPAD et les MS, quoi. C'est un peu ça. Mais oui, c'est quelqu'un qui a 90 C'est ans, dur. mais non, c'est pas ça. C'est que l'Europe vieillit. Donc, ça ne veut pas dire que les gens au-delà de 80 ans sont mous du genou. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont très dynamiques, il y a des gens qui sont déjà vieux à 20 ans. Mais disons, globalement, grosso modo, si la population vieillit, en fait, on est moins dynamique, on a moins envie d'aller vers l'avant. Mais il ne faut pas uniquement le faire. On nous culpabilise toujours pour les générations suivantes. Ok, mettons ça de côté. On peut aussi le faire parce que c'est beaucoup plus plaisant d'évoluer dans un univers où en fait on peut inventer des choses nouvelles et faire mieux. En tout cas, essayer. Je trouve Ouais. ça plus motivant que se dire bon, bah, foutu pour foutu. Parce que sinon, c'est quoi l'alternative? On fait plus rien, on n'invente rien, on ne propose rien, on prend jamais de risques. Je sais pas, on fout tout le monde, on met du Prozac dans l'eau du robinet et puis ça a pas c'est pas fun, c'est Mais tu pas trouves pas que c'est rigolo. un petit peu l'ambiance générale un peu en Europe, un peu morose Ouais, ou c'est un peu l'ambiance et je pense que si tu veux, on le sent en fait. C'est un peu un endroit où on est un peu comme ça, oh, mou du genou. Alors, bon, on l'avait déjà dit. Moi, je pense que pour les jeunes entrepreneurs, faut pas hésiter à aller voir le monde, vraiment. Il faut les États-Unis, c'est hyper bien pour faire du business, c'est cool. Il faut pas se crucifier en essayant de sauver l'industrie automobile, etc. C'est pas à la portée d'une ou deux personnes comme ça. Mais je pense que de mettre en place des projets qui soient motivants, ambitieux, frais
faut que ça croustille, quoi. En fait, on n'a qu'une vie. Autant l'utiliser à quelque chose d'un peu intéressant et puis d'un peu élevant, disons, plutôt que de se lamenter en se disant mon Dieu, rien ne se passe. Là, les Chinois, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont dit bon, ben, nous, la voiture électrique, on y va. On peut essayer de choper la voiture autonome. Ouais, ils ont fait ça avec DeepSeek, comme tu dis. Donc, Ouais, mais moi, perso, je on peut pensais que le essayer de leur game, il damer le était pion. plié et tout. Et puis, en fait, Mhm. ils ont réussi à challenger OpenAI. Ouais, Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais il oui, faut faire les choses. Et puis, c'est même pas une question. Enfin, il y a un petit peu d'argent, mais si on le voit avec DeepSeek, ils n'ont pas mis énormément d'argent pour faire quelque chose de super bien. ouais. Juste, j'ai chopé une donnée, en fait. Alors, j'ai pas les mêmes années, mais en fait, la Chine forme plus d'ingénieurs que les États-Unis n'a de diplômés. Waouh, Donc, si tu prends que, ben, incroyable. ils sont beaucoup, hein, Ouais. ils sont pleins, mais ils forment, rien que les ingénieurs en Chine, ça fait plus de monde que tous les gars qui vont à l'université aux US. C'est chaud. Alors, bien sûr, ils ont du monde, ils ont une grande tradition d'engineering, etc. Ils forment des ingénieurs à plus savoir où les mettre. Les mecs, ils font des chips, ils font des DeepSeek, ils font des bagnoles électriques et tout, ils vont pas nous attendre. Mais moi, je pense que la motivation, ça doit pas être une lutte malsaine contre les méchants Chinois qui sont pas méchants. Ça doit être une course pour favoriser l'éclosion en fait de projets ambitieux et intéressants en Europe. C'est ça qui est intéressant parce que ça rend la vie belle. Je suis d'accord avec toi. C'est un game, quoi. C'est une compétition Hein. et puis il faut y aller, quoi. Mhm. Et toi qui accompagnes de nombreux start-upers et jeunes entrepreneurs, tu t'es bien placé pour le savoir. Tu fais ça en fait. Tu essayes t'es comme un jardinier qui vient arroser ses jeunes plants. C'est limite ce que je dis. Jeune pousse. Et ils aiment bien utiliser ce terme jeune Jeune pousse. pousse. Mhm. Non, mais en tout cas, enfin, moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils sont bons, quoi. Vraiment, ils Mhm. sont bons. Que ça soit dans tout, c'est impressionnant. Et c'est même déconcertant. Donc, tu vois, souvent, on parle en off, si on veut accomplir le plus de choses où il faudrait partir, souvent, il y a les US qui reviennent et tout. Mais la Mhm. Chine, ça doit être impressionnant, enfin, aussi Oui, super cool pour apprendre certaines choses. mais bien sûr. Ah, c'est vrai, on va se faire tirer dessus et tout. Ah, il faut prendre exemple, en fait. Ils vont pas nous attendre. Il faut proposer des projets ambitieux et y aller. Il C'est faut y ça la aller. clé. La clé, c'est le fun. Ouais, prendre du plaisir, accepter Ouais. la perte, savoir que ça Faire. va pas venir de Ursula von der Leyen Non. ou forcément de ces personnes-là et chacun a son destin entre ses mains. Mhm. Tout Absolument. bon. Je te remercie, Pascal. Ciao Toujours Younes. un plaisir de t'avoir. Ciao, ciao. Partagez. Ciao.